Vous êtes encore là? Bon. Après toutes ces séquences très théoriques, je vous propose un intermède avec un petit jeu, plus simple que le jeu du perroquet, mais qui va nous permettre d'introduire un exemple d'application de la logique en informatique et même en programmation. Alors il s'agit tout bêtement d'un jeu de Nîmes dans lequel on a deux joueurs assis de part et d'autre d'un tas d'allumettes, que je représente ici avec des bâtons, et à chaque tour, chaque joueur peut enlever une, deux ou trois allumettes du tas, et le joueur qui se retrouve au début de son tour avec 0 allumette a gagné. Donc par exemple, si ici on a le joueur rouge et le joueur noir qui jouent, et que le joueur noir commence, le joueur noir peut décider d'enlever 2 allumettes, après quoi le joueur rouge pourrait enlever toutes les allumettes s'il le souhaitait, mais dans ce cas-là il donnerait la victoire à noir. À la place, s'il en enlève seulement 2, eh bien noir est forcé d'enlever la dernière, et rouge gagne. Alors ce jeu étant symétrique et ayant uniquement des parties finies, on peut voir en fait que toute configuration de départ est soit gagnante pour un joueur, soit perdante pour ce joueur-là, c'est-à-dire gagnante pour l'autre. Quand je dis qu'une position est gagnante, c'est qu'il existe une stratégie pour le joueur dont c'est le tour, qui assure que, quelles que soient les réponses de l'autre, il gagnera en définitive. Donc on peut se poser la question, quels sont les nombres d'allumettes initiaux qui font que la position est gagnante pour le joueur pour le joueur noir, disons le premier joueur. Cette question, on va la résoudre par le biais de la logique. Et donc je vous propose d'axiomatiser un prédicat G qui va devoir signifier qu'un certain nombre n d'allumettes est gagnant. Donc G de n, on va essayer d'axiomatiser G pour qu'il exprime qu'il existe une stratégie gagnante pour le premier joueur quand celui-ci commence avec n allumettes. Et alors en fait ceci on peut le faire avec un seul axiome. Pour tout n, n est une position gagnante dans le jeu. Si et seulement si, eh bien soit le joueur a déjà gagné, c'est-à-dire que n est égal à 0, ou bien le joueur peut enlever un certain nombre d'allumettes de façon à mettre l'autre joueur dans une position perdante, c'est-à-dire une position qui n'est pas gagnante. Donc il existe un coup, donc un nombre d'allumettes compris entre 1 et 3, tel que la position résultante n'est pas gagnante. Voilà. Donc en écrivant ceci, je capture exactement ce que c'est que d'être une position gagnante. Alors ça, c'est une formule logique pas complètement simple, mais on va voir qu'on peut la simplifier pour obtenir une caractérisation des positions gagnantes dans un langage logique tellement simple qu'on va pouvoir l'utiliser dans des outils automatiques pour déterminer quelles sont les positions gagnantes et faire bien d'autres choses qu'on verra ensuite. Alors la première chose que je vais faire pour simplifier cet énoncé, c'est que je vais éliminer la négation. Un peu artificiellement, je vais introduire un deuxième prédicat qui va signifier perdre. G caractérise les positions gagnantes, P va caractériser les positions perdantes. Donc P, ce sera simplement la négation de G. Donc je réécris G. Il existe K compris entre 1 et 3 tel que P de n-K. Je remplace non G par P. Et en prenant la négation de ceci, j'obtiens naturellement ici une position est perdante si n est strictement plus grand que 0 et que quelle que soit la façon de jouer,
la position résultante sera gagnante. Et on n'a pas moyen d'empêcher l'autre de gagner. Ok. Alors maintenant, je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout anodin, mais qu'on comprendra à la séquence suivante. Je vais vous proposer de considérer simplement l'implication droite vers gauche dans chacun de ces deux axiomes. C'est-à-dire que je vais m'intéresser simplement aux conditions suffisantes pour assurer qu'une position soit gagnante ou perdante. Ça, c'est une première simplification. Et maintenant, une fois que je m'intéresse à cette direction-là, je vais pouvoir écrire essentiellement la même chose, mais dans un fragment logique extrêmement simple, en utilisant certaines observations élémentaires. La première, c'est que cette quantification existentielle, dans la mesure où elle est sacrément bornée, je peux très facilement l'exploser en 3 disjonctions. L'observation suivante, c'est que si on a un certain nombre de disjonctions qui impliquent quelque chose, eh ben, en fait, par mise en forme clausale, on peut éclater cela en plusieurs clauses, en une conjonction de plusieurs clauses. Donc en faisant ces choses-là, j'obtiens une première clause, une première condition suffisante pour assurer G, c'est que G de n si n égale 0. Autrement dit, G de 0. J'ai 3 autres façons d'obtenir G qui proviennent de cette disjonction-là. Je peux gagner sur la position S de x si la position x est perdante. Alors là, je continue d'utiliser l'implication écrite à l'envers. Bien sûr, ça veut dire que ceci implique cela, hein, avec l'implication qu'on écrivait habituellement de gauche vers la droite. J'utilise aussi une astuce tout à fait élémentaire qui consiste à écrire les entiers naturels avec la constante 0 et avec un unique autre symbole de fonction, une R, qui est le successeur. Ce qui me permet de ne pas avoir à explicitement écrire des soustractions, mais puisque je m'intéresse seulement à soustraire 1, 2 ou 3, simplement enlever un certain nombre de successeurs quand je veux faire des soustractions. Donc je continue comme ça. Je peux dériver G d'une certaine quantité quand j'ai P de la quantité moins 2. Et enfin, S de S de S de X. G peut gagner sur cette position-là, puisqu'il peut enlever 3 et amener, amener l'autre joueur dans une position perdante. Donc je prétends qu'avec ces 4 clauses, j'ai donné tout le contenu de la première implication. Je continue avec la deuxième. Donc cette fois-ci, j'ai en fait ici une conjonction, puisque ce quantificateur universel, je peux le voir comme une conjonction. Le premier terme de la conjonction, je vais l'intégrer de la même façon que j'ai intégré l'égalité dans la tête de l'implication ici. Donc P de 0 n'est bien entendu pas prouvable, pas vrai. Si j'ai quelque chose de plus grand que 0, eh ben, il faut vérifier certaines choses pour établir P. Donc on va faire 2 cas particuliers. D'abord, si j'ai P de 1, ben, il faut simplement vérifier que si j'enlève 1, j'obtiens une position gagnante. Alors ça, on sait déjà que c'est vrai, mais je l'écris néanmoins. Pour P de 2, j'ai 2 termes dans ma conjonction ici, 2 termes utiles. Il faut vérifier G de 0 et G de S de 0. Et enfin, pour toute quantité supérieure ou égale à 3, dans ce cas-là, on a les 3 termes de la conjonction, il faut vérifier que si on enlève tout, on arrive sur une position gagnante. Si on n'en enlève que 2,
on arrive aussi sur une position gagnante. Et que si on enlève un seul, on arrive aussi sur une position gagnante. Donc on était bien sur une position perdante. Donc en écrivant tout cela, j'ai réexprimé exactement la même chose que précédemment. Alors, certes, j'ai plus de clauses, mais je suis dans un fragment logique extrêmement simple. Et très précisément, ce que j'ai obtenu ici, ce sont des clauses de Horn. Si on fait la transformation triviale de l'implication en écrivant l'implication comme non A ou B, on obtient par exemple ici non G de S0 ou non G de 0 ou P de S de 0. Donc à chaque fois, on a au plus un littéral positif dans nos clauses, c'est des clauses de Horn. En fait, ici, plus précisément, on peut dire qu'on a toujours exactement un littéral positif. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ceci, modulo une écriture concrète informatique, disons, je peux le donner directement à un interprète Prolog. Donc, Prolog, ça veut dire programmation logique, et c'est une façon de faire de la déduction automatique sur des théories composées uniquement de clauses de Horn. Donc, cette déduction automatique, on va le voir, peut aussi être vue comme un mécanisme de programmation aux capacités originales. Mais sur l'exemple qu'on a vu ici, ce que Prolog nous permet de faire, une fois qu'on lui a expliqué ce que P et G signifiaient en donnant ces clauses-là, il permet de répondre à la question est-ce que la configuration 5, par exemple, est gagnante? Bien sûr, il faudrait écrire 5 avec des S et des 0. Et là, Prolog répondrait oui ou non. On pourrait aussi demander à Prolog quelles sont les configurations gagnantes. En Prolog, si on écrit G de X comme ça ne demande pas si G est vrai pour tout X, enfin, bien que dans certains cas ça permette de le vérifier, mais dans le cas présent, en posant la question G de X à Prolog, on obtiendrait en fait une énumération de toutes les positions gagnantes dans le jeu qu'on a décrit. Alors ça paraît pas forcément très impressionnant parce que pendant que j'écrivais, vous avez peut-être résolu déjà le jeu et vous voyez peut-être quelles sont les positions gagnantes de ce jeu. Mais je pourrais complexifier un peu le jeu en disant par exemple qu'à tout moment un joueur peut diviser par 2 le nombre d'allumettes, prendre la partie inférieure de la division par 2 du nombre d'allumettes. Dans ce cas-là, ça devient un peu plus difficile de déterminer quelles sont les positions gagnantes. Mais c'est trivial d'étendre la formalisation que j'ai faite ici et d'obtenir avec Prolog un moyen de tester, d'expérimenter, de calculer quelles sont les stratégies gagnantes du nouveau jeu. Donc, ce qu'on va voir dans la suite, c'est comment Prolog calcule cela et en quoi c'est relié à ce qu'on a vu dans les semaines précédentes du MOOC.